Là, on va entrer dans le droit du travail suisse. C'est Jean Parra qui va tenir une conférence. Alors, Jean Parra, vous avez une formation d'ingénieur chimiste. Vous êtes titulaire d'un diplôme postgrade en santé au travail et êtes certifié hygiéniste du travail SSHT IOHA. Je les mentionne parce que voilà, il faut être précis sur ces mentions. Après avoir travaillé dans l'industrie chimique, vous développez les techniques d'hygiène du travail au sein de l'inspection cantonale du travail dans le Jura, et ça entre 1988 et 2020. À ce titre, vous avez fondé et dirigé pendant 25 ans le laboratoire intercantonal d'hygiène du travail, le LIST à Peseux. Vous avez été membre de plusieurs commissions. Vous avez présidé la Société suisse d'hygiène du travail SSHT, que vous représentez actuellement au sein du comité NAR de l'IOHA. Donc, c'est une association internationale de questions d'hygiène au travail. Vous avez été vice-président et trésorier de l'Association internationale de l'inspection du travail, donc carrière militante internationale, de 2014 à 2021 et est encore aujourd'hui conseiller technique pour cette organisation internationale. Voilà, je pense qu'il faut également noter que vous avez été un militant syndical et vous avez présidé le SSP, donc le syndicat des services publics de la région du Jura de 1998 à 2012. Donc voilà, place au droit du travail suisse. Bien, c'est un peu long comme curriculum vitae, mais je te remercie. Voilà, c'est parce que j'ai passé l'âge de la retraite et puis que 45 ans d'activité, ça donne des longs curriculum vitae. Voilà. Bon, je voulais dire déjà que je suis content en tant que jurassien de venir apporter la bonne ou la mauvaise parole à Genève. Ça fait toujours plaisir. Et puis, dire aussi que je suis particulièrement content d'avoir entendu des représentants des travailleurs aujourd'hui. Heureusement, on est dans une organisation syndicale, parce que j'ai souvent l'habitude de faire des présentations, mais des présentations devant des spécialistes, des hygiénistes du travail, des inspecteurs du travail, des ingénieurs de sécurité, etc. Et puis on entend rarement les travailleurs dans ces organisations. On parle entre nous de problèmes de santé au travail, de sécurité au travail, de stress thermique, des choses très techniques dont vous entendrez après dîner un condensé par David Vernet. Mais on entend rarement les travailleurs. Et je suis vraiment très content qu'on entende aussi la parole des travailleurs, d'autant plus qu'on est à 2 jours de la journée internationale de la santé et sécurité au travail. Bon, c'est dimanche, pourquoi pas. Mais à cette occasion-là, ça a été mentionné dans une question. L'OIT a présenté un rapport, en tous les cas un petit rapport, qui n'est pas inintéressant sur la question du stress thermique, hein. Et puis rappelle que le stress thermique, notamment, ça peut causer aussi des blessures parce que pour toutes les raisons qu'on a entendues ce matin, notamment le fait qu'on a moins d'attention, on est plus fatigué, on est en charge thermique, donc on a plus de risques d'accident. Des cancers, on le verra, liés à l'exposition aux ultraviolets. Des maladies cardiovasculaires, ça va avec, hein. Des maladies respiratoires, parce qu'on a des situations à cause du climat, à cause des changements climatiques qui posent des questions et des problèmes de qualité de l'air extérieur, à l'extérieur et à l'intérieur, parce qu'il faut climatiser, il faut, etc. Puis on a des problèmes de qualité de l'air intérieur, jusqu'à des problèmes de dégénérescence maculaire. Je vous mets au défi de trouver dans la liste des maladies professionnelles reconnues en Suisse une des maladies que je viens de citer. Vous n'en trouverez pas ou quasi pas. Il y a bien quelques cancers, mais il n'y en a pas beaucoup. Des blessures, certes, mais encore faut-il que l'accident de travail soit déclaré. Des maladies respiratoires, il y en a, mais très très peu.
je sais pas, une dégénération maculaire pour raison professionnelle, vous n'allez pas en trouver. Puis des maladies cardiovasculaires reconnues comme maladies professionnelles, vous pouvez toujours vous lever tôt le matin. Hein. Il y en a peut-être quelques-unes, mais il y en a très très peu. Donc on expose les travailleurs à des conditions de travail qui vont influencer leur santé, et notamment en cas de phénomènes climatiques importants, ça va influencer négativement sur leur santé, mais jamais cela, même s'ils tombent malades, va être reconnu comme maladie professionnelle. Parce que ça n'entre pas dans le cadre législatif ou légal de la définition. Voilà, première remarque. La deuxième remarque, c'est le fait que dans le rapport de l'OIT, c'est assez intéressant, ils ont ressorti des éléments climatiques et puis ils en ont tiré 6 éléments par rapport à l'effet, l'ampleur de l'effet sur la santé des travailleurs. Quel est l'élément climatique qui va apporter des gros effets sur la santé des travailleurs? Alors ici, en premier, la chaleur excessive. Bon, on fait bien d'être là ce matin puisqu'on en parle. Ensuite, le rayonnement UV, on va le voir très rapidement. Les phénomènes météorologiques particuliers comme les ouragans et autres, ça nous touche peut-être un peu moins en Suisse, mais ça pourrait arriver, voir par exemple ce qui est arrivé à la Chaux-de-Fonds le 26 juillet de l'année dernière. La pollution de l'air au poste de travail, les maladies de transmission vectorielle, c'est-à-dire les maladies qui sont transmises par les moustiques, par ce genre, les virus et bactéries. J'entends le moustique tigre arrive, il est déjà là au Tessin, et puis la malaria risque bien de revenir dans nos contrées dans pas très longtemps. Voilà, et puis bien sûr l'utilisation de produits chimiques. L'OIT estime que 2,1 milliards de personnes sont touchées dans leurs conditions de travail dans le monde en raison des modifications climatiques. Si on ramène ça à l'échelle suisse, ça fait 1 pour 1000 environ. On peut dire qu'environ 2 millions de gens qui travaillent aujourd'hui dans notre pays sont touchés par des conditions climatiques qui influent négativement sur leurs conditions de travail. Ce n'est pas inintéressant. L'OIT nous dit aussi environ 23 millions d'accidents de travail dans le monde sont dus au changement climatique. Ce n'est pas inintéressant. Si vous prenez par exemple l'ouragan qui a eu le 25 ou le 26 décembre 1999, Lothar, pour ceux qui s'en souviennent, qui a abattu énormément d'arbres dans les forêts. On a engagé très vite avant, pour pouvoir utiliser et commercialiser ce bois, des travailleurs temporaires pour faire du travail de bûcheronnage. À la fin de l'année, il y avait 12 morts. Et il a 12 morts dus au fait qu'on a fait travailler des gens très rapidement dans des conditions difficiles et très dangereuses alors qu'ils n'étaient pas formés. Pollution de l'air, juste l'ozone par exemple, hein, qui augmente très fortement en cas de forte chaleur. Les particules fines qui augmentent aussi très fortement en cas de forte chaleur. Les oxydes d'azote, etc. On peut faire passablement de choses. Alors, on m'a demandé une chose un peu étrange, c'est parler de la législation suisse et du contenu de la législation suisse en matière de protection de la santé sous l'angle climatique et sous l'angle stress thermique. Alors j'étais un peu embêté parce que je peux vous parler 2 minutes de ça, puis après j'ai tout dit. Tellement il y a peu, tellement il n'y a pas grand-chose. Alors je me suis dit, je vais mettre un peu du bout de gras. Alors je passerai vite sur certains slides parce qu'on a déjà entendu beaucoup de choses ce matin que je partage tout à fait. Et puis on ira sur les 2 derniers slides pour un peu mettre le doigt sur quelques éléments intéressants. La première des choses, c'est qu'en Suisse, on a 2 lois, la loi sur l'assurance accident, la loi fédérale sur le travail, la protection de la santé, c'est l'article 6, la loi fédérale sur le travail. Pour nos amis français, juste pour vous dire, en Suisse, la protection de la santé, dans la loi, c'est un article, un seul article. Article 6, la loi fédérale sur le travail, c'est rien d'autre. Il y a une ordonnance avec une quarantaine d'articles, il faut aller les lire, c'est parfois assez amusant. La loi sur l'assurance accident oblige l'employeur à faire de la prévention contre les accidents et maladies professionnelles reconnus, j'insiste, et puis la loi sur le travail oblige l'employeur de mettre en œuvre des moyens pour protéger la santé des travailleurs, dans le domaine de la durée du travail notamment, la protection de la santé, ça traite de la grossesse et de la maternité, la protection des jeunes, et puis la LAA, ça traite des accidents et maladies professionnelles. Fantastique, ça a l'air super bien fait. Il faut dire que
en matière d'inspection du travail, on a 23 cantons en Suisse, on a 23 inspections du travail différentes qui travaillent tous sous 23 organes politiques différents, plus un organe de coordination, parce que personne n'y comprend plus rien quand il y a 23 inspections du travail. On a un organe de coordination qui est une commission fédérale de coordination, et puis un organe de surveillance de toutes ces inspections du travail qui est le secrétariat d'État à l'économie, le SECO. Et puis bien sûr, on a la SUVA, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, qui fait des contrôles comme inspection du travail pour les risques élevés, dans les entreprises à risque élevé, comme par exemple sur les chantiers dans la construction. C'est particulièrement compliqué. Alors tout le monde dit, depuis 40 ans, ça fait 40 ans que je suis dans ce métier, on va supprimer cette double législation. On attend encore, mais il ne se passe pas grand-chose. Tout ça pour vous dire que quand je parle d'inspection du travail, je devrais vous faire 23 analyses différentes. Puisqu'on a 23 cantons différents, plus vous parlez de la SUVA, qui fait aussi de l'inspection du travail, mais qui en même temps, c'est aussi elle qui définit si quelqu'un qui est malade, si cette maladie est due à une maladie professionnelle ou pas, en fonction du contenu de la législation. Donc, le préventeur de la SUVA est aussi celui qui va déterminer, ils n'aiment pas quand je le dis, mais je le dis toujours, et celui qui va déterminer si c'est bien une maladie professionnelle ou pas. Ceci explique peut-être cela. Imaginez-vous le médecin du travail de la SUVA, je le dis devant les médecins du travail de la SUVA, qui doit inspecter, puis ensuite, en tant que médecin du travail, dire ça c'est une maladie professionnelle, parce que dans cette entreprise que j'ai inspectée, eh ben, on n'avait pas une bonne prévention. Donc il reconnaît qu'il ne fait pas bien son travail. Puis en plus, c'est son employeur qui va devoir payer. Puis en plus, sa décision va péjorer les statistiques de la maladie professionnelle en Suisse et péjorer les statistiques financières de l'assurance. Donc c'est un peu kafkaïen, je les plains, je n'aimerais pas être à leur place. Les syndicats sont responsables de ça. Je le dis tout de suite, puisque je suis dans une organisation syndicale, les syndicats siègent dans le tiers des sièges du conseil d'administration de la SUVA. Et quand vous dites à un syndicaliste, y compris à l'USS, on va changer quelque chose dans ce domaine-là, il faut faire quelque chose, la réponse c'est « touchez pas à la SUVA ». La meilleure assurance sociale de Suisse. C'est juste, c'est une très bonne assurance sociale. Si vous avez un accident, vaut mieux que ce soit au travail, vous serez super bien couvert. Mais les syndicats ne veulent pas y toucher parce que c'est la seule organisation suisse, fédérale, où ils ont un pouvoir à hauteur de 30% dans un conseil d'administration. Et là, les syndicats ont une lourde responsabilité, je tenais à le dire. Alors, ça c'est l'article 6 de la loi fédérale sur le travail qui dit il faut faire de la prévention sur la santé au travail. Pour protéger la santé des travailleurs, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures démontrées par la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Grosso modo, ça veut dire ça coûte trop cher, il ne faut pas le faire. C'est pas si simple, mais enfin, on peut l'interpréter comme ça. Et puis, ça renvoie, pour ce qui est de la charge thermique, à 3 articles principaux de l'ordonnance 3 de la loi sur le travail, l'article 16, 20 et 21. Alors, on peut rapidement voir de quoi il s'agit. L'article 16, il traite du climat dans les locaux. Donc, on peut traiter les charges thermiques dans les locaux. L'article 20, les travailleurs doivent être protégés contre tout ensoleillement excessif. C'est tout ce que ça dit. Alors, en termes de température limite, d'index VBGT limite, on peut toujours courir. On peut chercher chaque article. Derrière chaque article, il y a un commentaire du secrétariat d'État à l'économie. Il faut aller les lire, ces commentaires. Il y a plein de choses dedans, c'est fantastique. Mais ça a valeur de directive. Un employeur peut décider de faire autrement. Et puis, généralement, dans les commentaires, c'est aussi formulé de manière assez vaste et générale qui permet surtout à l'inspection du travail d'orienter les choses là où ça devrait être, mais l'employeur peut choisir de faire autrement. Il n'y a pas de base. Les commentaires du SECO n'ont pas valeur d'obligation légale en la matière.
Alors, le problème qu'on a en Suisse, c'est de nouveau qu'on a deux acteurs, hein, la loi sur le travail à droite et la loi sur l'assurance accident à gauche, les cantons d'un côté, la SUVA de l'autre côté. La SUVA qui se préoccupe des maladies professionnelles et des accidents dans les entreprises à haut risque, et puis les cantons qui se préoccupent de la santé au travail dans toutes les entreprises. Alors, à Genève, je sais que ce n'est pas le cas, parce qu'à Genève, l'inspection du travail est très active. Je ne dis pas parce qu'ils sont là, hein, il y a 5 personnes de l'inspection du travail qui sont là, que j'apprécie beaucoup. Je sais le travail qu'ils font, mais je peux vous dire que dans beaucoup de cantons, dans la majorité des cantons de ce pays, eh bien, les inspections du travail ne vont pas dans les entreprises qui sont du domaine de compétence de la SUVA. Par exemple, ils ne vont pas sur les chantiers, parce qu'on dit les chantiers, entreprises à haut risque, c'est la SUVA. Fantastique. Je connais un canton, l'inspection du travail a l'interdiction d'aller dans tous les établissements de santé. Parce qu'on ne veut pas emmerder la santé, ça coûte déjà trop cher. Voilà, pour vous donner quelques exemples. Hein. Donc, on a un gros problème de fonctionnement. Ce n'est pas le cas à Genève, ce n'est pas comme ça. Je sais qu'à Genève, ils vont partout, ils font leur boulot, mais ce n'est pas si simple. Mais en fin de compte, la prévention des risques liés à la charge thermique, c'est la même qu'on fasse de la prévention de la santé ou de la prévention des maladies professionnelles. On doit implémenter les mêmes choses. Donc, autant que tout le monde aille partout pour faire ce travail d'un point de vue de l'inspection du travail. Je ne reviens pas sur les risques de la chaleur pour la santé. On l'a déjà beaucoup entendu. Ce qu'on a peu entendu, c'est peut-être la problématique du rayonnement UV. Hein. J'ai trouvé quelque part dans un document, mais David Vermenet me disait « Où c'est que tu as trouvé ce chiffre ?» J'ai vite recherché, je n'ai plus retrouvé. Je pense que c'est dans le document, c'est marqué là d'ailleurs, SUVA 88-304. Il y a une chose qui nous dit ouais, le rayonnement UV, c'est un problème. Environ en Suisse, il y a 1000 cas de cancer cutané non mélanome qui pourraient être dus au travail. David Vernet me disait ce matin, il y en a environ 24 000 en Suisse au total. Alors la SUVA dit, il pourrait y en avoir environ 1000 reconnus, 1000 qui pourraient être dus au travail, mais il y en a peut-être 3 ou 4 par année qui sont vraiment reconnus comme maladies professionnelles. Donc il y a une forte sous-déclaration. Hein? Donc ça ne sert à rien d'aller voir dans les statistiques des maladies professionnelles parce qu'on a uniment, d'une part, il y a plein de maladies liées au travail qui n'entrent pas dans la définition très restreinte des maladies professionnelles. Puis d'autre part, quand ça pourrait l'être, il y a une sous-déclaration parce que ça coûte du temps, ça coûte beaucoup d'énergie aux dermatologues, etc. Donc, ils ne font pas de déclaration. Et puis, il y a certainement plein de gens qui souffrent d'un mélanome cutané, maladie professionnelle, mais qui ne sont pas reconnus comme tels. Résultat, qui paye? C'est vous et moi. C'est le système de santé en général. C'est vous et moi à travers nos primes d'assurance maladie. Et ce ne sont pas les assureurs. Ce ne sont pas les entreprises qui doivent payer l'assurance accident. Grosso modo, en Suisse, que ce soit dans le domaine des accidents ou de la protection de la santé, les entreprises font une externalisation de leurs coûts vers le système de santé suisse. On avait fait une étude avec Elisabeth Cohn-Péréard, l'ancienne médecin du travail genevoise, en la matière. En 2001, imaginez-vous, ça fait bientôt 25 ans, on a calculé ce transfert vers le système de santé suisse à hauteur de entre 6 et 12 milliards de francs. Alors on cherche à faire des économies en matière de santé, il faut faire payer les entreprises. Mais ça, c'est une autre affaire. Voilà. Donc on n'a pas de limite, donc il faut essayer d'appliquer l'état de la technique. C'est ce que dit d'ailleurs la loi. Quand il n'y a rien, il faut appliquer l'état de la technique. Alors je ne vais pas y revenir dans le détail avant de parler de la protection des femmes enceintes. Il y a une seule température limite effective dans une base légale suisse, c'est dans l'OPROMA, l'ordonnance sur la protection de la maternité en Suisse, où on dit dès qu'on dépasse 28 degrés, eh bien, une femme enceinte ou qui allaite a droit à des protections particulières et surtout, dès cette température, il doit exister une analyse de risque préalable à l'engagement de la femme enceinte, c'est-à-dire de la femme en âge de procréer,
une analyse de risque sur les risques liés à ces températures et puis sur les mesures à appliquer en cas de grossesse ou de maternité. C'est la seule température effective dans un texte légal suisse type loi ou ordonnance. On en trouve après dans les directives. Alors, on n'a pas de limite définie en Suisse, c'est fantastique. Hein? Pas de température d'intervention, on fait quelque chose, on met en place la prévention. Pas de classification obligatoire de la charge de travail. Vous demandez à quelqu'un, c'est difficile ton travail? Ouais, ben moi, si vous me faites courir un marathon, je ne peux pas. Hein? Mais mon frère, il peut, parce que lui, il s'entraîne tous les jours. C'est très différent pour une ou l'autre personne. L'évaluation du risque est un peu complexe, c'est un peu une affaire de spécialistes. Hein? C'est pour ça qu'on se voit et puis qu'on discute. Et puis, les moyens de prévention restent définis par l'employeur. C'est encore lui qui, puisqu'il est en charge, c'est lui qui dit ben, on fait ça, 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 c'est suffisant. Alors, l'inspection du travail, la difficulté, c'est d'être sûr que c'est suffisant et puis que c'est vraiment suffisant. Et puis, hors de solution de branche, pour ceux qui savent ce que c'est, il n'y a généralement pas d'anticipation, pas d'analyse de risque. Et puis, la vérification pour les inspecteurs du travail, c'est particulièrement difficile quand il n'y a pas de base. Alors, on va essayer de mettre en place un outil d'évaluation de la situation du risque thermique simple à mettre en œuvre pour que les entreprises le mettent en œuvre d'une part, et puis que les inspecteurs du travail puissent vérifier, puis que les travailleurs puissent aussi l'utiliser tous les jours pour dire là, c'est plus possible. Mais avec une base technique et scientifique solide, on ne va pas faire n'importe quoi, que ce soit compréhensible pour tout le monde, que ce soit vérifiable, ah ben on va faire la même chose puis on retrouve les mêmes résultats. Et puis, si possible, le rendre obligatoire. Alors, ça, le rendre obligatoire, à part changer la loi, ça va être compliqué. Hein. Donc, l'idée, c'est de faire un outil qui oblige la mise en place préalable d'un plan d'action soleil et chaleur dans les entreprises. Ce n'est pas nouveau pour les Genevois, hein, puisque Genève a déjà fait ça avec une directive qui est sortie l'année passée, c'est juste, hein, c'était l'année dernière, une directive qui reprend, qui a déjà appliqué ce que je vais vous dire dans ce slide, avec une formation, la formulation d'une méthodologie simple pour déterminer les températures, à partir de quel moment il faut faire quelque chose, en faisant appel à des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui savent comment est-ce qu'on évalue le risque et puis quelles mesures de prévention on met en place, et puis avec des limitations mais cet outil sera limité aux travaux de l'extérieur et avec une communication, si possible, avant l'été. Ce qui va se faire, le secrétariat d'État à l'économie va faire cette communication avant l'été et va sortir cette directive qui n'a que valeur directive. Donc, il va proposer cet outil en disant ben, les entreprises doivent mettre en place un plan d'action, un outil de mesure de la situation, information des travailleurs, formation des travailleurs et en plus préparation des outils de mise en place. C'est fantastique. C'est grosso modo ce qu'a fait Genève il y a déjà une année avec une directive cantonale. Alors, elle le sait, elle est dans la salle, je lui ai dit tout à l'heure, j'ai piqué à la médecin du travail de l'OSIRT, Marie-Angela, qui est là, 3 slides, qui sont les 3 prochains slides, qui disent ben, avant la période estivale, il y a des choses à faire, il faut déterminer les dangers, effectivement, il faut élaborer un plan d'action, de dire ben, en cas de tel et tel niveau, on va faire telle et telle chose, anticiper les mesures techniques, parce que quand il fait 35 degrés puis ou 38 degrés sur un chantier, et puis qu'on n'a pas la crème solaire, puis qu'on n'a pas les outils de protection adéquats sur place, ben, il faut les avoir avant, il faut l'anticiper, informer les travailleurs et organiser les premiers secours si jamais c'est nécessaire, avant la période. Durant la période estivale, il faut rappeler les choses aux travailleurs, il faut mettre à disposition des sources d'eau potable, ce qui n'est pas toujours le cas sur les chantiers. Hein. Ben, on a entendu les gars qui font de la livraison à domicile ou bien n'importe où ailleurs. Hein. Des mesures techniques de protection doivent être mises en place et puis des mesures de protection personnelle si nécessaire et puis des mesures complémentaires en cas de vague de chaleur avec des mesures tous les jours, des mesures effectives de la situation avec un système simple qui permet d'évaluer la situation effective sur le chantier,
dans les locaux, sur les toits, dans les jardins, etc., là où les gens sont très exposés. Alors, comment est-ce qu'on fait ces mesures? Moi, je suis hygiéniste de travail, on fait les mesures en mesurant le VBGT. C'est un indice qui est validé, classifié, validé scientifiquement. Il faut un appareil comme celui que vous avez en haut à droite. Ça se mesure assez simple, simplement ça vous donne après un certain niveau qu'il faut interpréter. Alors, ce n'est pas si simple, il faut le faire correctement, mais ça peut être fait. Il existe une norme ISO pour ça. Et puis, on ajuste ensuite ces résultats en fonction de la situation de travail effective. La charge de travail, puis ça, on sait la mesurer. On sait comment mesurer la charge de travail avec une norme précise, c'est la ISO 8996, qui classe les types d'activités en fonction de la charge, du développement de chaleur produit lors du travail. Si je fais du vélo toute la journée, ce n'est pas la même chose que si je compte des agrafes au 3e sous-sol. Donc, on va utiliser cette classification officielle. On va déterminer des températures de déclenchement. C'est-à-dire, on va aussi utiliser deux choses, notamment l'habillement qu'on a, quel habillement on porte, parce que si je suis en t-shirt ou bien j'ai un système complètement fermé, c'est différent. Et puis on va utiliser l'hygrométrie, c'est-à-dire quelle humidité relative on a dans l'air. Mais mesurer l'hygrométrie, c'est pas si simple, il faut le faire correctement. Avec ce type d'appareil, on peut faire autrement. Et l'outil simple qui va être proposé par le SECO et qui a déjà été proposé par la directive Genevois l'année passée, permet d'utiliser un simple thermomètre comme on a là, et puis d'utiliser les données de météo suisse. Vous allez voir aujourd'hui, vous allez voir quelle température il fait à Genève, mesurer directement, et quelle hygrométrie. Sur la température, c'est un peu problématique parce que si vous mesurez au milieu du parc des Bastions, ou bien vous mesurez sur la place Cornavin, vous n'aurez pas le même résultat. Et si les travailleurs sont en train de couper le gazon au Bastion ou de mettre du goudron à Cornavin, ce ne sera pas le même résultat. Donc, il faut une vraie mesure de température. Sur l'humidité, on a aussi la possibilité de passer par là. Et puis ensuite, on intègre tout ça dans un tableau. Alors, en ligne horizontale, vous avez la température sèche, mesurée avec un thermomètre. Et puis en verticale, vous avez 4 colonnes. Ça représente les 4 niveaux de charge thermique du travail. C'est-à-dire un travail léger comme conduite de véhicule, marche lente, ou bien un travail lourd comme transport de matériaux, ou bien marche soutenue, ou bien excavation manuelle. Et puis ensuite, vous changez de niveau. Vous avez des niveaux bleu, vert, jaune, orange, qui sont charge thermique faible, moyenne élevée, très élevée. Et puis, plus vous avez d'humidité, plus la charge thermique va être ressentie comme élevée et effectivement élevée. Et puis, si vous allez passer, par exemple, à 29 degrés, vous allez passer de la zone verte, charge thermique moyenne, à zone jaune, charge thermique élevée. Puis comme ça, on sait quelles mesures on peut appliquer, quels éléments de prévention on peut mettre en place. C'est un outil de simplification qui ne me plaît qu'à moitié, parce que je suis hygiéniste du travail, je trouve qu'il faut mesurer le VBGT, puis pas faire ça. Mais ça permet au moins déjà d'implémenter des mesures compréhensibles pour tout le monde, des moyens de prévention compréhensibles pour tout le monde, puis surtout, ça a le mérite d'exister et puis de pouvoir faire des choses efficaces. J'ai déjà parlé de la directive genevoise. Ce que je vous ai montré là, c'est tiré de la directive genevoise. Alors, j'aimerais finir avec 2 slides, un peu un point de vue syndical, puisque moi je suis proche des syndicats. En tant qu'inspecteur du travail, pendant 32 ans, je ne pouvais pas toujours être trop proche des syndicats, ce n'était pas toujours possible, il faut rester au milieu, un peu neutre. Je profite que je ne suis plus inspecteur du travail pour l'être. Alors, quelques remarques. Vous pouvez introduire ça dans toute cette problématique dans les discussions partenariales. Exiger la mise en place d'un plan de prévention effective. Mais l'exiger. Vous avez des solutions de branche. Est-ce que la solution de branche, de la construction, des jardiniers, est-ce qu'elle prévoit ça? Est-ce qu'elle prévoit un plan effectif canicule? Je suis sûr que non. Peut-être la construction, peut-être, mais jardinier, je suis sûr que non. Et puis voilà, dans les solutions de branche. Et pourtant, vous êtes partie prenante des solutions de branche chez syndicats. Deuxièmement, participer à la mise en place des critères.
C'est-à-dire les critères, toutes les actions de santé et sécurité au travail doivent être participatives en Suisse. C'est une obligation légale. Les critères, laissez pas ça aux spécialistes que je suis, ou comme David Vernet ou d'autres. J'entends. Les spécialistes, c'est juste des spécialistes. Hein. Les plus gros spécialistes, c'est vous. C'est ceux qui sont dans les postes de travail. Donc, la détermination des critères d'action, il faut s'en mêler. L'implémenter tout ça dans les conventions collectives. Vous avez des négociations régulières, conventions collectives. Allez-y, faites-le. Et puis, pensez peut-être à des fonds de compensation. Parce que, évidemment, quand on arrive à une certaine charge, si on ne peut pas implémenter les mesures de prévention définies, il faut arrêter le travail. On l'arrête, le travail. D'ailleurs, dans le projet du SECO que j'ai vu, ils disent, si on ne peut pas faire ça, au bout, il faut arrêter le travail. C'est dedans, c'est écrit. Mais ça n'aura que valeur de directive. Hein, ce n'est pas légal. Pensez à un fonds de compensation, comme pour les intempéries. Hein. Les Vaudois l'ont fait, je crois, dans la construction, pour le climat, pour les effets climatiques, la charge thermique. Il y a un fonds de compensation au niveau vaudois. Donc, pensez-y à le faire. Dans les entreprises, vérifiez. On voudrait bien avoir le plan de prévention. Parce que s'il y a un plan de prévention que les ouvriers ne sont pas informés, ça ne vaut pas la peine. Vérifiez qu'il existe. Vérifiez qu'ils ont été informés. Et puis, donner les moyens de mesurer ce VBGT. Il y a des outils pour ça. Mais je ne vais pas y revenir. C'est David Vernet qui dira pourquoi il faut faire le VBGT. Ou en tous les cas, mesurer la température, aller voir l'hygrométrie, puis après utiliser le tableau de la directive pour voir est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est dedans. D'accord ? Et puis, si vous ne pouvez pas, je rappelle que la loi sur le travail, elle a des voies légales d'action. Hein. On peut dénoncer au sens de l'article 51. On peut déposer des plaintes pénales autour de l'article 59. Les inspections du travail, ils n'aiment pas quand on dit ça. Il faut le faire, hein. Il n'y a qu'à le faire. Vous savez, quand vous commencez à déposer une plainte contre un employeur, même au sens de l'article 328 du Code des obligations, les inspections du travail, ils sont un petit peu gênés. Faites-le, ça ne gêne pas vraiment. Et puis, exigez aussi l'intervention des inspections du travail. Mais je sais qu'à Genève, vous avez un lien assez étroit avec l'OCIRT. Il y a une bonne collaboration avec les partenaires sociaux. Ce qui est à moins des choses, c'est une obligation au sens de la convention de l'OIT. Hein. Ce n'est pas le cas. Hein. C'est un des rares cantons où ça existe. Hein. Moi, mon ministre de l'économie, quand je disais je vais aller faire une conférence parce qu'UNIAD m'a demandé de parler de la charge thermique, il commençait par me dire t'en diras pas trop. D'accord ? Et puis, dans la majorité des cantons, aux inspections du travail, quand vous leur dites vous avez eu des contacts avec les syndicats, ils vous disent c'est quoi un syndicat ? Les inspections du travail. Hein. Je sais qu'à Genève, ce n'est pas comme ça, parce que vous avez eu un historique partenariat social important et il faut l'utiliser. Un constat, les exigences en matière de protection de la santé, en général, sont très vagues en Suisse. Il n'y a rien ou pas grand-chose dans la loi. Les directives ne sont pas contraignantes. Hein. L'employeur peut dire « Ah, mais moi, j'ai tout fait. Hein. » Puis après, c'est le malheureux inspecteur du travail, ou syndicaliste, ou que sais-je, de montrer que ce n'est pas suffisant. Ce sera très difficile, puisque d'un autre côté, la SOUVA ne reconnaît pas les maladies professionnelles. Donc, ça va être un peu compliqué, quoi. Donc, les directives ne sont pas contraignantes. La loi est plutôt figée. Ne touchez pas trop à la loi, hein, parce qu'au niveau des chambres fédérales, si vous touchez à la loi, il risque de toucher à d'autres sujets dans la loi qui risquent d'abaisser encore la protection des travailleurs. Les inspections du travail, excusez-moi de le dire, hein, les gars et les filles, on a parfois un peu les mains liées hein, par d'autres travaux qu'on doit mener. Il y a même un canton qui a supprimé l'inspection du travail. Il n'y a personne qui n'a rien dit. Hein. Je ne vous dirai pas lequel c'est. Un demi-canton. Ils ont supprimé l'inspection du travail et puis il n'y a plus qu'un demi-poste d'inspecteur du travail pour 2 demi-cantons. C'est un grand moment. Voilà. Je n'aime pas dénoncer. Donc, il n'y a qu'à aller voir les statistiques officiellement publiées par le SECO. C'est potentiellement pénalisant pour les entreprises en concurrence, le fait qu'il n'y ait pas de normes fixes. Les entreprises en concurrence pour le marché public, par exemple. Si une ne fait pas grand-chose, puis une fait tout le travail, celle qui fait tout le travail, elle va peut-être présenter un budget un peu plus élevé. C'est pénalisant pour elle.
c'est pénalisant pour la concurrence. Et franchement, il faudrait des normes solides, sur des bases solides. On en a, on peut en faire comme la directive, mais la directive n'a que valeur de directive. Hein. Et puis, il y a beaucoup de travailleurs concernés, je vous l'ai dit, hein, environ 2 millions de travailleurs en Suisse sont concernés par les charges thermiques quand il fait très très chaud, quoi. Ceux qui sont dehors, mais ceux qui sont dedans aussi. Hein. Donc, il y a des possibilités d'amélioration où il y aura un travail politique et syndical à faire. Hein. Passer par les conventions collectives, mais manque de peau, ça ne couvre pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens, et les plus précaires ne sont pas couverts par les conventions collectives. Ceux qui sont en travail partiel, par exemple, ne sont pas couverts. Hein. On pourrait créer, moi je trouve, on devrait faire une ordonnance canicule. On a bien fait une ordonnance sur la protection de la maternité, une ordonnance sur la protection des jeunes. Pourquoi on ne ferait pas une ordonnance canicule en Suisse? Une ordonnance 6 de la loi fédérale sur le travail qui s'appellerait ordonnance canicule. Ce serait le meilleur moyen de verrouiller les choses. C'est extrêmement simple. Il suffit de faire la proposition au gentil Conseil fédéral et puis ils font une belle ordonnance où tout le monde est d'accord et on publie l'année prochaine et elle est en vigueur. Je vous souhaite bonne chance, mais je trouve que ce serait bien de le faire. Ou bien alors on insère quelques articles canicules dans l'ordonnance 3. C'est la même chose. Mais au moins, ça renforcerait les choses de manière solide, mais avec des éléments solides. Hein. Comment est-ce qu'on mesure l'obligation du plan prévention, ça me paraît vraiment être le truc le plus important. Et puis, on pourrait aussi, par exemple, pour les marchés publics, imposer, ça au niveau cantonal, vous pourriez le faire, hein, mais c'est assez difficile, imposer... par exemple, les plans canicules avec l'application de la directive cantonale pour l'accès des marchés publics. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui à Genève, vous pourrez nous dire, mais même rien que l'exigence de la signature d'une convention pour l'accès au marché public dans le canton du Jura, on n'a pas pu le mettre en place. Donc, il y a du boulot, quelques pistes que je vous ai données. Et puis, je voulais juste dire encore un petit mot sur les inspections du travail, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Elles ont un travail difficile. Il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez d'accès à des spécialistes, il y a beaucoup d'autres choses à faire que de la protection de la santé. Et puis, elles sont obligées, les inspections du travail, de travailler avec les outils qu'elles ont. Et puis, ce qu'elles ont, c'est ce que je vous ai dit, c'est vague. C'est général. Et puis, en plus, il y a encore, souvent, elles sont rattachées à l'économie. Alors, on leur dit, il y en a certains, on leur interdit d'aller quelque part. J'espère que ce n'est pas le cas à Genève. Et puis, d'autres, on leur dit, écoutez, vous faites ce que vous pouvez, mais n'en faites pas trop, parce qu'on a d'autres problèmes. Et puis, c'est politiquement pas très porteur, malheureusement. On préfère parler du travail au noir, et puis de la libre circulation des personnes, et puis du salaire minimum. C'est important, que de parler, d'envoyer des inspecteurs du travail pour emmerder les entreprises de faire ce qu'elles veulent. Je fais simple. Mais en fait, il y a la volonté, je pense, dans plein de cantons de faire les choses correctement, mais il y a assez peu de moyens. Et puis, ça pose toute une série de problèmes. Pour finir, j'aimerais dire que les inspections du travail ont besoin du soutien des partenaires sociaux, donc ils ont besoin de votre soutien aussi. Il est important de compter sur eux, sur leur probité puis sur leur professionnalisme, mais il faut savoir aussi qu'ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent. Et que s'ils vont plus loin, ce n'est pas leurs supérieurs qui vont leur taper sur les doigts, c'est simplement le juge à un moment donné qui va dire écoutez, arrêtez de déconner. Hein. Je vous donne un dernier exemple. Travail de nuit sans aucune autorisation, travail du dimanche sans aucune autorisation dans 10 entreprises jurassiennes, il y a une quinzaine d'années. Les 10, pendant 2 ans, on leur a dit il faut pas, il faut demander l'autorisation, vous l'aurez pas, vous osez pas. Très gentiment, avec des lettres, des recommandés, des machins, des trucs. Et la 3e année qu'ils l'ont fait en nous riant au nez, on les a dénoncés au juge. Qu'est-ce qu'a dit le juge? Retour, ordonnance de non-entrée en matière, faible implication dans la violation de la loi. Basta. Donc, on n'est pas entré en matière. On a fait travailler chaque dimanche environ 150 personnes, alors qu'elles ont droit à un supplément de salaire de 50%, sans aucune autorisation.
alors que c'est interdit de travailler le dimanche en Suisse, que ça a déjà été voté au moins 2 ou 3 fois par le peuple suisse. Non entrée en matière, basta. Ça, c'est la réalité de tous les jours des inspections du travail. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite des événements. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation très très intéressante, juste ici. Merci beaucoup. Je suis navrée peut-être si c'est un peu naïf parce que je viens pas du milieu syndical mais du milieu juridique. Ma question était qu'en fait en 2022, l'OIT a promulgué au rang de convention fondamentale les conventions 155 et 198, ouais, 198, enfin, ou 89, enfin bref, sur la santé et la sécurité au travail, qui a priori me paraissent totalement incompatibles avec ce système dualiste de ces deux autorités qu'on a, enfin totalement, c'est un grand mot, mais qui me paraissent plus ou moins incompatibles avec ce système. Et je suis assez surprise d'entendre aujourd'hui en fait que les syndicats apparemment enfin je ne sais pas si je dois dire ça à cette table, que les syndicats n'ont pas de problème en fait avec ce système dualiste, parce que quand on pense aux plaintes syndicales à juste titre portées par rapport à d'autres conventions sur la protection notamment syndicale, hein, pour lancer un sujet chaud, mais quand on pense à ces plaintes syndicales qui ont un impact, qui a été mis en pause mais qui va à nouveau avoir un impact, on espère bientôt, on se dit que ça pourrait avoir un impact aussi, une plainte syndicale concernant justement une violation de la Convention 189, 198, je ne sais plus, pour ce système dualiste, et que peut-être ça pourrait aider à résoudre des problèmes, ou bien est-ce que j'ai totalement tort? Merci. Ouais, merci pour la question. C'est la 155 puis la 187. Je rappelle que la Suisse n'a pas signé la Convention 187, elle a signé la Convention 155, mais aujourd'hui elle est obligée de l'appliquer puisque c'est effectivement le 5e droit fondamental, droit et principe fondamental de l'OIT, la santé et sécurité au travail. Non, le système n'est pas incompatible. Puisque la Suisse, non, il ne l'est pas. La Suisse doit présenter, comme tous les pays signataires des conventions, un rapport sur son système. Il est aussi évalué. Le système n'est pas incompatible parce qu'il est construit de manière à ce qu'il ne le soit pas. Et puis, ce n'est pas le seul pays. Par exemple, le Canada a exactement un système assez identique où ce sont les provinces qui font des inspections du travail. Et puis, il y a une autre inspection du travail fédérale pour certains types d'activités. Maintenant, avec les assureurs, je ne sais pas comment ça se passe, mais non, il n'est pas incompatible, il est accepté comme tel. Voilà.